Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir accueilli ici et je remercie également les collègues avec lesquels j'ai travaillé autrefois ici présents. Je tiens également à remercier tout particulièrement Annie Bachelot et Jacques Demouzon, qui sont des compagnons de travail depuis plusieurs années, puisque nous avons déjà effectué un premier travail sur le vécu de la FIV en 2002, et que là, à l'occasion d'une grande enquête dont je voudrais vous présenter les premiers résultats, j'ai bénéficié de cette collaboration chaleureuse et poursuivie. Alors, pour essayer de vous donner un tout petit peu les données de cette enquête que nous avons appelée Attitude des couples sur la FIV ACSF, nous avons essayé d'interroger et de façon séparée hommes et femmes sur 2000 couples. Et nous avons, après des entretiens préalables qui nous ont permis de constituer le questionnaire, envoyé par voie postale ces questionnaires et nous avons obtenu 734 réponses du côté des femmes et 637 réponses du côté des hommes, soit un taux tout à fait classique de retour de 40%. Ces couples n'ont pas été choisis de n'importe quelle façon. Ils ne sont pas choisis de façon complètement aléatoire, mais pour donner une cohérence à notre enquête, nous avons décidé de prendre par ordre chronologique les couples aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public qui ont bénéficié d'une fécondation in vitro ou d'une ICSI durant l'année 2003. Pour le secteur privé, il n'y a eu aucun souci de recrutement en raison du nombre important de couples dont nous avions la disposition. Pour le secteur public, en revanche, l'enquête a débordé légèrement sur l'année 2004. Et pour essayer de faire parler les couples et de leur donner une vision cohérente, mais une vision tirée de leur expression à eux, nous avons choisi 3 représentations qui sont revenues de façon extrêmement récurrente dans les entretiens que nous avons eus au préalable. Ces 3 représentations de l'embryon sont soit un début de vie, soit un véritable bébé, soit un amas de cellules. Et les réponses que nous avons obtenues sont les suivantes. Pour les femmes, 62,9% se sont prononcés en faveur d'un début de vie et 12,6% en indiquant qu'il s'agissait, en ce qui concerne l'embryon, d'un véritable bébé. 24,5% d'entre elles étaient plutôt pour un amas cellulaire. Les hommes ont des chiffres voisins, un peu moins fournis en ce qui concerne le début de vie et la connotation de bébé, 59,4% pour le début de vie, 5,1% pour les bébés, et en revanche, un peu plus d'avis se prononçant pour un amas cellulaire, 35,5%. Je rappelle, pour que vous compreniez la signification de cette représentation, qu'il s'agit de couples interrogés pendant l'année de leur parcours FIV et non pas sur les résultats qu'ils ont eus. En définitive, si on associe les 2 représentations, c'est-à-dire début de vie ou véritable bébé, on arrive au total que 75,5% des femmes et 65% des hommes reconnaissent à l'embryon d'être déjà une manifestation de la vie. Quelques facteurs jouent pour modifier ces résultats. En particulier, un niveau culturel faible, c'est-à-dire ce que nous avons appelé des études, puisque les couples ont été interrogés sur leur origine sociale. Un niveau culturel faible correspond à des études qui n'ont pas été au-delà du baccalauréat. Et ce taux, chez ces femmes, est porté à 83,9% et à 74,2% chez les hommes. De la même façon, lorsqu'il existe une croyance religieuse, elle augmente ce taux à 80% pour les femmes et à 74,4% pour les hommes. Et enfin,
les hommes et les femmes plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 30 ans, ont davantage tendance à considérer l'embryon comme un début de vie, puisque 85,3% des femmes et 64,9% des hommes se sont exprimés dans ce sens. Cette tendance forte à considérer l'embryon conçu au laboratoire comme une manifestation de la vie, voire même comme une prémisse d'enfant, est encore soulignée par la signification du transfert. En effet, lorsqu'on interroge hommes et femmes sur le sens qu'ils accordent au transfert, 63,2% des femmes et 57,4% des hommes le considèrent comme un début de grossesse, et ceci en dépit des informations tout à fait précises qu'ils ont reçues avant même de commencer leur parcours de fécondation in vitro. Je voudrais maintenant aborder le devenir des embryons congelés, uniquement bien sûr sous le fait de la représentation toujours. Et si le fait de concevoir plusieurs embryons en même temps, pour n'en garder que 2 ou 3, ne pose pas de problème en général au couple, en revanche, renoncer à des embryons congelés gêne fortement 40% des femmes, mais seulement 23,9% des hommes. Et puis nous avons essayé de connaître, chez ces couples qui étaient en cours de parcours FIV, quelles étaient leurs intentions concernant les embryons congelés après arrêt du projet parental. 27,2% des femmes et 31% des hommes le donneraient à un autre couple. 29,2% des femmes et 28,8% des hommes, c'est-à-dire des chiffres très voisins, sont d'accord pour le donner à la recherche. Et enfin, 22,5% des femmes et 17% des hommes sont d'avis de les détruire. Quelles ont été les idées principales qui ont orienté les choix des couples dans leur annonce, dans leur désir de donner leurs intentions? Permettre à un enfant conçu au moment du projet parental de vivre en le confiant à un autre couple est une première hypothèse. Ne pas accepter ce qui est l'inverse, qu'un enfant de leur lignée soit élevé par d'autres, est une seconde hypothèse. Et enfin, de contribuer à renforcer le lien social en aidant un couple qui ne peut concevoir est une troisième façon de voir les choses. Et ces 3 idées se combinent de façon totalement multiples et variées pour donner les résultats que les couples ont annoncés lorsqu'on les a interrogés. Je voudrais revenir sur la signification du don embryonnaire à la recherche. Elle résulte, cette volonté de donner à la recherche, de la conjonction d'une double idée. Ne pas accepter que l'embryon aboutisse à un enfant qui sera élevé par d'autres, mais aussi vouloir participer au renforcement du lien social en apportant leur contribution à l'amélioration des procédures par le don à la recherche. Et puisqu'on parle de la recherche, on a aussi interrogé les couples sur leur attitude vis-à-vis de la recherche sur l'embryon, bien entendu. Interrogés durant leur parcours ou leur procédure FIV ou ICSI, 92% des femmes et 93% des hommes, c'est-à-dire la quasi-totalité, souhaitent que la recherche sur l'embryon soit plus développée en France. En revanche, dans le parcours FIV, les couples qu'on a interrogés concernant leurs intentions vis-à-vis du clonage sont moins ardents, puisque le clonage thérapeutique a recueilli 38,6% d'avis favorables chez les femmes et 44,% d'opinions favorables pour les hommes. Conclusion. De ce travail important qui s'est étalé sur plusieurs années, le fait important révélé par cette enquête est celui de l'ambiguïté et de la variabilité de la représentation de l'embryon par les couples engagés dans un projet parental. 3/4 d'entre eux y voient un début de vie. Mais, une fois le projet parental interrompu, ils abandonnent ou ils abandonneraient, puisqu'il s'agit
d'opinions qu'ils ont exprimées lors de l'interrogation de cette enquête, cette conception de l'embryon pour une nouvelle représentation qui justifie les choix qu'ils font sur le devenir des embryons surnuméraires. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Juman, pour votre communication. Vous pouvez rester, parce que je pense qu'il y aura peut-être des questions qui vont surgir dans la salle. En avez-vous? Je peux initier, vous en poser une. Dans votre exposé, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le fait que vous évoquez finalement qu'au niveau de la verbalisation des gens, quand ils évoquent le devenir des embryons congelés et qu'évidemment rien ne s'est passé encore pour eux, la projection donne à peu près un tiers sur le plan des attitudes. Or, quand on regarde un petit peu les enquêtes faites a posteriori, une fois que les gens ont été placés au terme des 5 ans devant la décision, cette répartition n'est pas du tout la même. Pas du tout. Il s'agit bien, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, d'une intention et pas d'une décision finale. La décision finale, lorsqu'on se réfère aux très nombreux travaux publiés sur ce que font réellement les couples, aussi bien sur l'intention de faire un choix sur leurs embryons que sur la façon de révéler aux enfants ce qu'ils ont eu comme parcours de conception, les faits pragmatiques sont totalement différents des intentions des couples. Philippe? Ce qui me dérange un petit peu, c'est la notion de début de vie. Est-ce que c'était des questions ouvertes et est-ce que les gens ont discuté un petit peu cette notion de début de vie? Parce que faire un questionnaire où on met début de vie, bébé et amas de cellules, je pense qu'il manque une quatrième proposition qui est la potentialité, tout simplement. C'est-à-dire que début de vie, ça me semble déjà induire chez les gens un type de réponse et faire après l'amalgame en disant début de vie plus bébé, ça égale 75%. Je sais pas, je suis un peu gêné. Je voulais savoir si c'était des questions ouvertes et si vous avez eu des commentaires derrière en disant oui, c'est un début de vie à condition que ça marche, mon transfert. Si ça ne marche pas, ça s'appelle une potentialité de vie. Comme je vous l'ai brièvement indiqué tout à l'heure, avant de bâtir ce questionnaire qui a fait l'objet d'un travail qui a duré plus d'1 an, puisqu'il a été validé plusieurs fois, nous avons procédé, Annie Bachelot et moi, à des entretiens libres avec un certain nombre de couples en interrogeant séparément hommes et femmes d'un même couple, et nous nous sommes tenus à utiliser les propres termes que eux avaient utilisés. Et ce n'est qu'à partir de ces données tirées du terrain que nous avons construit notre questionnaire sans vouloir y ajouter quelques contributions qu'elles soient venant de notre part. Et avant de diffuser le questionnaire, nous l'avons validé auprès d'une centaine de couples et ce n'est qu'à la lumière de ces étapes préalables que nous avons construit ce questionnaire. Est-ce qu'il y avait une quatrième possibilité? Autre réponse? Il y a, à partir du moment où on essaye de cibler quelque chose d'homogène, il y a toujours des éléments divergents, c'est-à-dire il n'y a pas une quatrième, il y aura une 10e, une 12e possibilité, puisque chacun peut s'exprimer différemment. Nous avons essayé de tenir ce qui réunissait la quasi-totalité des suffrages des couples interrogés, mais forcément, on ne peut pas être exhaustif, c'est évident. Bien. Pas d'autres questions? Merci, M. Adjima. On va passer